C'est le vent, c'est le temps, c'est l'amant, c'est le sang, c'est l'ami. C'est la vie. C'est le lieu, c'est le feu, c'est le jeu, c'est l'aveu, c'est l'ami. C'est la vie. L'ami, c'est ce qui nous déjante quand la chance nous désenchante. L'ami, c'est l'âme qui nous... Il y avait une diversité que peut-être je n'ai pas connue quand j'étais enfant à New York, mais en étant ici à Blue Sea, c'était une grande diversité dans cette grande famille de Blue Sea. Tout ça dans une beauté naturelle extraordinaire. Et je pense que c'est la place qui aide beaucoup à faire que les gens vivent ensemble. C'est que chacun, s'il y a quelque chose qui nous unit dans ce village ici, c'est notre appréciation mutuelle et commune de cette beauté, de cette place avec laquelle on est tombé en amour, qui s'appelle le Bliss ou le Blue Sea. C'est ma place de naissance. Je suis venu au monde ici, alors c'est le bonheur pour moi. C'est pour ça que je suis revenu y rester. Mon père était le 14e d'une famille de 16 enfants. Alors, Émilie et Napoléon. Émilie, c'était ma grand-mère, la femme de Napoléon. Elle, c'est une Gauthier de Blue Sea. Mon père me disait qu'il y avait à peu près 20 ans de différence d'âge entre la première fille de Napoléon et Émilie, et puis là, que mon père est venu au monde, le 14e, il y a 20 ans. Alors, Madame Baudouin, Madame Sarah Baudouin, qui était la sœur de mon père, qui avait marié Joe Baudouin à Messine, c'était elle la plus âgée de la famille. Alors, entre mon père et elle, 20 ans. Fait que mon père, là, il n'avait pas connu ses sœurs, dans le fond, parce qu'ils étaient tous partis, ça laissait à la maison. Alors, pour les représenter, mon père disait « Ah ben, c'est Madame Baudouin ». Au lieu de dire que c'est Sarah, sa sœur. Ben là, il disait à l'autre, ben Madame Labelle, ma tante Emma. Après ça, Madame Saint-Amour, ma tante Clara. Après ça, ma tante Antoinette, ben il disait Madame Saint-Jacques, Joe Saint-Jacques. Il les appelait par leur nom de mariage, parce qu'ils ne connaissaient pas plus qu'il faut. La station, la gare, la station de Blue Sea, c'était l'endroit que le monde se rassemblait. C'était un événement lorsque le train arrivait. Et puis, c'était à tous les jours, mais particulièrement dans les fins de semaine que je me souviens. Parce que là, il y avait tellement de monde qui venait au train juste pour se rassembler, voir passer le train, voir le monde. Le train arrêtait ici à Blue Sea pour prendre de l'eau. Dans le réservoir, la tank contenait de l'eau. L'eau du lac Blue Sea était douce. Alors, le Canadien Pacifique aimait cette eau-là. C'est pour ça qu'ils ont dit on va établir un réservoir d'eau, puis les tuyaux sont en terre encore. Les gens pouvaient sortir du train, parce qu'ils savaient que le train repartait d'une dizaine de minutes, puis le signal était donné. Alors, ils pouvaient descendre de leur wagon, venir parler au monde, et puis, alors, le train restait assez longtemps que le monde fraternisait. Ils finissaient par se connaître. Et puis, les touristes qui venaient de la ville admiraient ça, le train. Là, les conducteurs, avant de repartir, ils débarquaient, ils s'en venaient nous dire « OK, là, c'est prêt à embarquer le monde ». Là, ils nous donnaient des bonbons. Il y avait un sac de bonbons, aux enfants surtout, là, parce que nous autres, on était toujours là, puis on gambadait alentour de ça. Ils nous donnaient des bonbons, puis on les aimait, ces gens-là. Puis il y avait un beau costume, c'était impressionnant. Moi, leur costume m'impressionnait de voir le chapeau qu'ils avaient. C'est Canadien Pacifique, là, un chapeau noir avec des petites lettres dorées. CPR. Oh mon Dieu. Tout le monde en uniforme qui était là, me disait, ouais, ça c'est... Ils ont un beau travail, ces gens-là.
lorsqu'ils ont commencé à passer le chemin de fer ici, à Blue-Sea, c'était en 1903. Apparemment que le chemin de fer a commencé à être construit à Ottawa en 1885. Imaginez-vous, ça a pris 15 ans, 18 ans avant que ça soit rendu à Blue-Sea. Après ça, ils se sont rendus à Maniwaki. Mais en 1903, mon grand-père a vendu un corridor de terrain pour que le chemin de fer passe. Il a vendu ça aux Canadiens Pacifiques. Et puis, lorsqu'il s'est mis en marche, il y avait beaucoup d'itinérants qui se promenaient. Des Pollocs. Mon père disait c'est des Pollocs, des Polonais, je pense, qui s'en allaient vers Val-d'Or, à la rue vers nord. Et puis, il n'y avait pas d'argent, ces gars-là, ils voyageaient par le freight, ou ils jump the train, qu'ils appelaient. Là. Et puis, souvent, ils arrêtaient ici, à cause que le train arrêtait assez longtemps. Ils descendaient, puis ils voulaient manger. Ils voulaient aussi se coucher. Napoléon leur disait, venez-vous-en chez nous. Là, il disait à sa femme, Émilie, prépare à manger pour ces gars-là. Ils n'ont pas mangé, ça fait longtemps. Et puis, je vais aller leur faire une place à coucher dans l'écurie, en haut. Pas avec les animaux. Là. Il y avait un deuxième étage dans l'écurie, bien isolé. Il y avait un fond de rip à peu près de 6 pouces pour une isolation, pour que les animaux aient froid. Mais il disait aux gars, vous allez coucher là, vous, dans le rip, là, vous n'aurez pas froid avec ça. Là. Puis il leur donnait des couvertes. Là, puis il leur disait en plus, donnez-moi toutes vos allumettes, donnez-moi toutes vos cigarettes, je ne veux pas que personne fume là. Alors les gars étaient bien d'accord avec ça. Les gars avaient couché, ils avaient bien dormi. Émilie, fallait leur manger encore, il disait ça. Il appelait ma grand-mère Timili. OK, entre autres, mon père il riait de ça. Il se donnait un sous-briquet, Timili. Et puis là, ben, le lendemain, les gars mangeaient, puis ils attendaient le freight, le passager ou le convoi de marchandises. Ils rembarquaient dans le... puis là, ils disparaissaient. Et puis, c'est de même que ça se passait avec Napoléon. C'était pas drôle, maman. Elle voulait que ses enfants chantent la chanson « Écho ». C'est pour ça que ça restait toujours la chanson des Labelles. Elle faisait mettre Colombe, Claude, Suzanne, Françoise, Bernard, Cécile, Mélanie, puis Louis. Toute la famille en escalier, toute comme ça, là. Puis là, c'était notre chanson. Tout le long du beau lac Blue-Sea, me promenant avec des amis, un beau soir au clair de lune, chacun pensant à sa brune, rêvant aux baisers échangés. Une nuit sous un ciel étoilé, hélas nous sommes seuls mes amis, tout le long du beau lac Blue-Sea, un cowboy peut-être. Nos ancêtres ont cru d'abord en leur église, en leur école. Le cœur du Bliss bat encore des airs du premier mariage, du premier baptême, des premiers curés, des premières maîtresses. Évidemment. Et l'oncle Alexandre, quand il est décédé, il a été exposé au presbytère de Blue-Sea. C'était à l'été 1930. Et ce qui m'avait frappé, c'est que j'étais au bout du cercueil, puis je le voyais en chaussons, hein, en chaussons de laine, dont l'oncle Alexandre, qui a défriché ce qu'on appelle la terre du curé Richard. L'oncle Alexandre, qui était célibataire,
a défriché, s'est installé là, à partir de Bouchette. Lui, il avait vécu à Bouchette. Il s'est installé à Bloussy, en bas du moulin, là, et il a dû travailler à l'édification du moulin des Tremblay. Puis il s'est installé dans une terre en bas qu'il a défriché, le long de ce beau ruisseau-là, qui s'appelait le Cric d'Arbour autrefois. Hein, Et ce qui m'avait frappé, c'est qu'on pouvait pêcher de la véranda. La véranda était immédiatement au-dessus du ruisseau, ou du cric, si vous voulez. On pouvait pêcher la barbue. On voyait des grosses barbues là, qui se promenaient, des petits ménés. Il y avait dans ce temps-là le curé Poirier, lui, qui organisait les régates. Et il allait chercher les joueurs du Canadien de Montréal. On a eu Jean Béliveau, Geoffrion, Maurice Richard. C'est tout venu à Bloussy, ça. Faire du cerf-volant, partir en ski, faire du cerf-volant, faire de l'aquaplane sur une planche. Puis le gars se promenait sur le coin de l'aquaplane, il passait, je ne sais pas à quelle vitesse. Le curé Richard, c'était un bon curé assez sévère. Je te parle de ces ruches d'abeilles. Il y avait des ruches d'abeilles, puis ici, à côté de notre école, quand on allait à l'école, il les mettait dans le bois, là, au bord de nous autres. Là. Puis le midi, on allait chercher des gâteaux de miel. Une fois, Léonard Gauthier, il s'était fait poigner. Puis il avait mangé des coupiers en derrière, puis il était pris dans la clôture. Pas le vieux Richard. Mais on peut parler du curé Poirier. Il était plus... il y a des mots qu'il ne faudrait pas le dire. C'était un curé très... il aimait beaucoup la jeunesse. Il était l'organisateur. C'est un curé qui avait pas mal différent avec le curé du Char, ça n'a pas le même tempérament. Et c'est lui qui a fait bâtir la chapelle au Laclon. Ça, j'allais y aider souvent à la chapelle au Laclon. On allait manger au La Tourelle Lodge avec le curé Poirier. Puis on avait tout le temps une grosse bouteille de scotch à la table. C'était bon. Puis il n'était pas averti de son miel non plus. C'était dans le temps des religieuses. Puis lui faisait ça sur la ferme des Berniers, ici, à Bloussy, là, curé Richard. Et puis il nous avait donné un pain de miel. On sait qu'est-ce que c'est qu'un pain de miel. On était tous là avec nos cuillères, là, puis on s'était bourré la fraise. Puis maman touchait l'orgue, puis elle avait ses petits bébés. Une autre belle histoire du curé Richard. C'était compris avec maman que durant le sermon, elle donnait le sein au bébé. Ben oui, parce que le petit bébé-là, il fallait qu'il... Puis il était couché sur l'orgue, là. Là, quand il arrivait le temps elle prenait son petit bébé, puis elle sortait le sein, puis c'est ça. Elle donnait à boire au petit bébé, et puis il prenait le temps, puis il s'apercevait, lui, le curé, là. Des fois, là, le sermon, il était trop long pour les gens qui étaient là, mais c'était correct pour le petit, parce qu'il était content, lui, d'être au sein. C'était comme ça. Puis là, quand le curé disait « Credo in unum Deum », il prenait son petit bébé et le couchait sur voilà, sur une chaise. Comme le curé Poirier était un ami de la famille et que la servante du curé Poirier, Oneda Martineau, était une cousine de ma mère, j'étais, comment je pourrais dire ça, la personne qui venait lui aider. Elle demandait toujours à ma mère, « Me prêtes-tu, Hélène, pour venir m'aider? On attend la visite de Monseigneur. » Et dans le temps, c'était Monseigneur Limoges. J'en avais, je peux dire, peur. J'étais tellement gênée. Là, elle me disait, « Mademoiselle Martineau, tu vas venir m'aider. »
Je dis, oui, je vais y aller, mais je ne le sers pas, mon Seigneur. Vous l'avez compris, là. Je ne le sers pas. Mais, elle, quand j'arrivais ici, Hélène, tu vas aller servir, mon Seigneur. J'aurais pu fondre. Là, il fallait se mettre à genoux, baiser la bague de mon Seigneur. Il me semble de me voir, j'ai dû avoir la face rouge comme un homard, si on peut dire ça. Mon Dieu, mes amis, dans le temps des religieuses, c'était quelque chose. Des beaux chants, 3 voix. Oh, yes! Dans ce temps-là, c'était la messe de minuit. Puis il y avait 3 messes. Il y avait la messe de minuit, il y avait la messe du jour, puis solennelle, quelque chose comme ça. Hein, il y avait 3 noms. 3 messes qu'on chantait l'une après l'autre. Les gens venaient un peu de partout. Puis les gens du Laclan, oui, ils venaient aussi, eux. Et puis à la place de Raymond-la-Chapelle, là, il y avait une vieille écurie, là. Puis eux autres venaient en voiture, ils emportaient du foin, ils donnaient le balles de foin au cheval, puis ils mettaient les boflots sur le dos, puis ensuite de ça, ils étaient proches de l'église. Quand ça sortait, là, puis les grelots des chevaux avec la cloche de l'église, c'était beau d'entendre ça. Quand il neigeait, c'était féerique. J'ai enseigné une autre année au Laclan, de 1er à 7e année, tout le temps. D'abord, l'école commençait à 9 h. Premièrement, c'était la prière. Ensuite, c'était l'examen des mains, la propreté. S'il n'y avait pas des petites bébites dans la tête. Ensuite, c'était la catéchèse. Ensuite, les leçons. On demandait les leçons. Ensuite, après les leçons, c'était le français. Le reste de l'avant-midi. L'après-midi, on commençait à 1 h par la récitation du chapelet. À genoux, s'il vous plaît. Et le chapelet en entier. Pas à genoux à terre, parce que c'était trop froid. Le plancher était froid. Le plancher n'était pas chauffé. On avait le poêle à bois dans le milieu de la pièce. Ensuite, après le chapelet, c'était les mathématiques, l'arithmétique qu'on disait dans le temps, l'hygiène, la séance, l'histoire, la géographie. Et le vendredi après-midi, c'était le dessin. On finissait à 4 h. En 1936, septembre 1936, j'arrivais ici. Mon père est venu me conduire. J'avais 30 $ par mois. Et puis, je payais 9,25 $ de pension chez Joe Baudouin et sa famille, qui est devenue ma famille, que j'ai beaucoup aimée. J'avais 4, 5, 6, 7. J'étais la grande maîtresse, même si j'avais mesuré 4 pieds. L'histoire la plus drôle, c'est que c'était les religieuses. Puis il y en a une qui vit encore, des fondatrices de Bloussy, Saint-Jean-du-Bon-Pasteur, Janine Rousseau. Puis elle nous faisait lever les fenêtres pour aérer la classe. Puis mon père avait étendu du fumier, imagine-toi, les fenêtres proches du champ. Yeah! Ça pue! Ça sent le job! Puis là, les religieuses nous faisaient monter sur le bout des pieds, là, tu sais, pour sentir, parce que c'était bon pour la santé, sentir le fumier des animaux. J'ai commencé peut-être vers le matin à 6 h du matin, parce qu'on était réveillés vers 6 h pour aller quérir les vaches, aller chercher les vaches au pacage et les ramener à l'étable pour la traite. Et après ça, ben là, il fallait s'occuper de faire la séparation de la crème et du lait avant de partir pour aller à l'école. Une reprise en particulier, je revenais de l'école et puis ma mère me dit « Viens vite, j'ai quelque chose pour toi ». Fait qu'elle m'a envoyé avertir mon frère qui était dans le bois
que la Montée Police, la police montée était dans la région qui cherchait des jeunes déserteurs. Fait que là, il a fallu partir au travers du bois. On n'était jamais allé, mais seulement qu'on nous expliquait un petit peu qu'est-ce qu'on devait faire pour les rejoindre. Donc on est allé les rejoindre là-bas et les avertir de ne pas se présenter au village parce que c'était vraiment dangereux pour eux. Oui, bien sûr, j'ai enseigné à Réal Lacroix, le fils de Vitus. Puis comment s'appelait sa mère avec un petit nom? La Poule, bon. Ah oui, de la voix. Oui, juste de l'autre côté du pont. C'était un pont couvert, ça, hein? Dans le temps. Tu disais ce que tu penses. Tu faisais ce que tu dis. Tu disais que dans la vie il y a des regrets. Et dans les regrets des cœurs. Alors, le train a amené ce développement du lac Blue Sea et d'ailleurs, le tracé du train a été délibérément amené du côté de Blue Sea. Ça aurait pu monter du côté de Bouchette, là, mais les grands patrons et puis les gens là, qui prenaient ces grosses décisions-là avaient déjà vu que le lac Blue Sea, ils allaient y construire leur résidence d'été. Alors, c'est que là, les employés du Ottawa Railway, qui a été le chemin de fer pour monter jusqu'à Maniwaki, les employés du Ottawa Railway avaient aussi leur emplacement sur le lac Blue Sea et les patrons et les gérants avaient un petit chalet, un petit lopin de terre qui leur était octroyé par la compagnie. Et là, il y avait des résidences d'été secondaires aussi pour les employés du Ottawa Railway. Ottawa Railway Land Owners, O-R-L-O, ça fait en eau. Et c'est là que j'ai appris qu'est-ce que c'était Range 7 ou bien Range 6, c'était la description du lot. Et alors, quand je parlais aux gens de la place, comme M. Josaphat Lacroix, il disait « oui, on est dans le rang 7 ». Ça voulait dire la partie ouest du lac, c'était le rang 7. Et puis le rang 6 coupe vraiment en plein milieu du lac, puis le rang 6, c'est l'autre bord du lac, c'est la partie est du lac. 12, nous autres. On avait tout le lot 12 dans le rang 7. C'était ça le domaine des Carons. C'était environ 75 acres de terrain, qui pour moi c'était quelque chose d'extraordinaire, que mes parents avaient acheté 75 acres de terrain avec, sous le bord du lac Blue Sea. Bon, c'était quelque chose d'absolument extraordinaire pour un petit gars qui arrivait de New York, là, où est-ce qu'on avait une maison avec 30 pieds sous la rue. En face de chez nous, c'était à l'origine les Grace qui étaient là. Alors John Grace, il avait toute la partie qui était le rang 6 finalement, et il s'en allait jusque chez Gravel. Alors à partir du village, de la gare, etc., de la baie dans le village où il y avait le magasin général, tout ça, ça appartenait à M. Grace, qui a été fondateur de Gracefield. Mais c'est que le président du CPR à l'époque avait convenu avec les gens qui étaient propriétaires, que ce soit le duc de Devonshire, le sénateur Belcourt, les Gravel, le sénateur Côté, etc., de faire sortir du cèdre de la Colombie-Britannique, le fameux BC Fur qu'on appelle, et on le coupait en Colombie-Britannique et on le transportait de la Colombie-Britannique jusqu'à Ottawa. On le transférait sur la ligne ici, puis on l'amenait à Blue Sea. Et c'est comme ça que jusqu'à aujourd'hui, si vous allez chez Belcourt, on les a peints maintenant, mais toute la finition et tous les cadres des fenêtres, des cadres de portes qui sont aujourd'hui peints, si on les décapait, les bases, toutes, c'est tout
du BC Fir, c'est tout du cèdre de la Colombie, d'une beauté exceptionnelle. Et c'est comme ça que le sénateur Bellecour, il y avait 1000 acres avec le domaine Bellecour. Ça veut dire qu'il avait 10 lots pour le sénateur Bellecour. Les Gravel Fortin en face de chez nous, ils avaient 500 acres. Ça veut dire 5 lots qu'ils avaient pour aller jusqu'au Lacadja. Tu avais le Devonshire, le duc de Devonshire, son domaine, c'était 10 lots, 1000 acres. Alors tout ça, c'était absolument extraordinaire. Dans les années 20 et ensuite dans les années 30 et jusque dans les années 40, les Américains arrivaient ici, c'était la découverte. C'était la découverte de cet immense territoire, non seulement à Blue-Sea, mais ailleurs, le Montebello, etc., de ces immenses territoires de chasse et de pêche. Alors, effectivement, Bing Crosby est venu ici, on dit que Frank Sinatra est venu. Mais quand arrivaient les périodes d'hiver, c'est sûr qu'on allait chercher nos frères, nos sœurs, ou nos cousins, nos tantes. On allait en traîneau avec les chevaux. Et puis il fallait se rendre à la gare. Bien, il y a des fois que le train arrivait en retard, 2-3 heures en retard, parce qu'il y avait trop de bagages, spécialement dans les périodes des fêtes. Parce qu'il y avait beaucoup de bagages à transporter, tout ça. Donc il était souvent en retard. Assez qu'on était obligé d'aller faire courir les chevaux sur le chemin pour les réchauffer parce qu'ils étaient après gelés, presque debout. Là, on prenait le train. Ça nous coûtait 5 cents de Blue-Sea à aller à Milwaukee. Une fois, mon cousin, Réal Saint-Amour, qui était devenu mon beau-frère, mais dans ce temps-là, il dit, bien que le conducteur vienne pour te collecter, tu diras « Kiss my ass ». Ça fait que moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Là, moi, le conducteur, il arrive, puis là, moi, j'ai dit ça. Il voulait me crisser en bas du train. Il voulait qu'on me mette en bas du train. Il m'avait fait une brique, là. Puis les autres, il y avait un chapeau rond, les conducteurs. Quand mon père m'avait envoyé faire arracher une dent à Griseville, il m'avait dit tu prends notre chemin de Slay, tu t'en vas au presbytérien, tu attends que le prêtre s'aille passer, puis là, tout à l'heure, le prêtre était passé. Moi, j'ai passé que, j'avais fait longtemps que j'attendais, j'ai passé que le prêtre était passé. Et je me suis décidé de partir. Puis, m'en allais. Puis, j'étais comme endormi dans mon traîneau. Puis, d'un coup, je commence à entendre crier derrière moi. C'était le prêtre. Là, je regarde à la main, je regarde à l'arrière. Puis, d'un coup, la personne, il avait approché de moi. J'ai juste eu le temps de tirer mes chiens à côté, puis mon traîneau. Puis, il a frappé le coin de mon traîneau, puis prêt de passer. Ça va. Là, après, il est passé, je me suis rendu à Griseville, je me suis arraché ma dent. Là, je suis revenu sur mon pat Tremblay restait à Griseville à ce temps-là. Puis là, je suis revenu par le chemin. J'ai dit, hey, ça m'a revenu le faire tuer, ta barouette. On est allé souper chez Yolande Tachir, puis elle dit je vais aller vous conduire avec ma voiture à Griseville. Moi, j'ai dit non, j'aimerais ça prendre le train. On se rend au train, puis il passe tout droit. Alors, on avait des fanaux,
ils se sont aperçus qu'il y avait quelqu'un et ils ont reculé. On est entrés, Jacques et moi. Et quelques minutes après, le train a commencé à faire beaucoup de vitesse. Puis moi, j'ai pris Jean par le bras, j'ai dit, mon Dieu, il va arriver quelque chose. Il y avait une fête à Maniwaki ce jour-là. C'était un dimanche, là, il y avait une fête. Des fois, il y avait des Dog Derby, puis il y avait d'autres fêtes, mais ça confirme peut-être que les gars, ils avaient peut-être bien levé le coude. Bon. Mais ça, et quand ils sont arrivés au réservoir ici à la tank pour mettre de l'eau, à la station, ils ont passé tout droit à l'endroit précis où il faut qu'ils descendent la champlure là, pour se mettre dans le gros trou du bois. Là. Fait que là, ils ont avancé trop. Bon ben là, parce que les roues de tout ça, là ce qui recule, là, tu vois des flémèches. Tu sais, ça spinne, là. Parce que c'est pas, tu recules pas ça comme une auto. Fait que là, il s'est mis à reculer, il a reculé trop loin. Et là, mon père dit, non, il est chaud, là, lui, tu sais, dans ses commentaires, il se parlait avec nous. Et puis, bon, à la fin du compte, ils ont mené à bout de s'enligner, ils ont mis de l'eau dans ça. Puis là, ils ont parti. Là, il dit, quand ils sont partis, ils ont mis ça à la planche, comme on dirait. Là, puis là, il l'entendait dans le grade. Là. Le grade, là, ça, pendant 1000 de long, là, ici, au port de la station, jusqu'au 65, c'est l'affichage des 1000 à partir d'Ottawa. Et là, Margot s'est agrippée à moi. Puis là, comme Margot dit, les gens s'inquiétaient. Je crois qu'il y a quelque chose qui est tombé dans notre wagon. On n'était pas beaucoup, on était une dizaine de personnes dans notre wagon, mais le wagon derrière, il y avait juste 2 wagons passagers, était plein de monde. Tu sais. Et le 3e coup, là, on a réalisé tout d'un coup que c'était un accident. Et je me souviens qu'on a volé vraiment au-dessus des bancs du train. On a vraiment voltigé près des lampes au gaz, parce que c'était éclairé au gaz. Donc, on a tout de suite pensé qu'on mourrait, parce qu'on était sûr qu'on mourrait, brûlé dans une explosion. Et le wagon était couché dans le fossé. Et on est passé au travers, avec les pieds encore dans le train. On ne sentait aucun mal, mais par contre, toutes les choses importantes de la vie, à ce moment-là, on y a pensé. C'est tellement irréel. Et là, on est sorti du train, par en dessous, et j'ai eu le pressentiment, je crois l'avoir vu, mais même la tête en bas, j'ai vu un cap, une coupe de roche, assez haute, avec une clôture en haut, puis on est monté à la course parce qu'on a peur d'une explosion, et on ne voyait personne. On était les premiers à sortir. Il y a quelqu'un qui est venu voir mon père, puis il a dit, Luc, habille-toi, le train vient de sauter en bas de la traque, près du lac Castor. Ah ouais, dimanche soir. Là, mon père a dit, OK, je m'habille, parce qu'il dit, là, ça nous prend des gens, là, c'est grave, là, c'est un accident, puis les chars sont en bas, puis c'est... Il y a eu 2 morts. Ce qui était frappant, c'est quand ils sont arrivés, moi, l'image que j'ai, ils sont arrivés dans la porte là, du petit dispensaire, parce que le docteur avait son dispensaire à même sa maison. C'est que j'ai vu tout ce que j'ai vu du charbon, j'ai vu 2 êtres couverts de 2 êtres qui semblaient, qui étaient traînés par des infirmiers, qui étaient noirs de charbon, mais tout ce que j'ai vu, c'est le blanc des yeux. C'est assez frappant. Ah, ça, ils étaient complètement ébouillantés. Ils étaient cuits oui. Par la vapeur de la locomotive qui avait fait explosion. Puis il faisait noir, hein? Puis il pleuvait pas fort. Mais tout ce qu'on entendait, justement, ce qui était le plus stupéfiant, c'est qu'on entendait les feuilles étaient en train de tomber, c'était l'automne, c'était le 11 octobre. On entendait la petite pluie sur les feuilles qui restaient, qui n'étaient pas tombées. Mais pas de bruit, les gens parlaient tout bas. Là, on a tout su ça le soir, nous autres, que le train avait déraillé. Ça n'a pas été long, les nouvelles dans ce temps-là, mais il me l'appareil assez vite. Que le train, il avait passé, il arrivait de Maniwaki, puis le gars, il était on disait ça, l'autre, ça approche dans ce temps-là, il avait pris un coup.
Puis là, il avait passé tout droit à la station à Blossy, il avait oublié d'embarquer le monde. Quand une chose comme ça vous arrive, vous n'essayez pas de vous protéger parce que c'est évident que vous allez mourir. C'était plus fort, ça nous dépassait. Qu'est-ce qui va arriver dans quelques secondes dans la vie au-delà? Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Ça vous vient à l'idée. Mais c'est clair comme l'eau de roche. C'est incroyable le cerveau dans un moment suprême, je dirais. C'est incroyable ce que ça fonctionne au-delà de la volonté. Et c'est presque autonome en soi, le cerveau. Et c'est une des plus belles choses de la création, à n'en pas douter. Pour tout cela, je t'aime passionnément quand même. Pour tout cela. Elle s'envole comme une feuille d'été au-dessus d'un parc enchanté, le long d'un lac, ma fleur de thé. Elle est si vraie quand elle fleurit la paix. Les temps passés avec elle ont saveur d'immortel. Violette, menthe, livèche, gingembre, thym, origan, oseille, safran, lavande, verveine, arôme de mes veines, fenouil, persil, mon angélique esprit. Elle m'enjôle, ma petite fleur de thé, le long d'un lac enchanté, au cœur d'un parc ensorcelé. Elle est si fraîche. Le crick, c'est le sang du Bliss. Il reçoit les eaux du Grand Lac Bleu, navire amiral des lacs du Nord. Au cœur du ruisseau vit les restes d'un ancien moulin, où l'on moulait avec amour la farine et sciait généreusement le bois. Faire du pain, il pilait tout ça dans le cours au moulin. Puis après ça, l'automne, après qu'il était fessé un peu, il chargeait ça sur le près, on appelle ça les gros genres, mais sur le près, sur le terrain. Il fallait tout ça au Royenne, puis à mitaine. Dans ce temps-là, c'était au Royenne, puis à mitaine, les chevaux, puis on regarde. Les chevaux servaient aussi à nos loisirs, à cheval, à aller voir nos blondes. C'était une turbine, puis ça marchait un calot, ça. C'était la plus belle invention, puis j'étais bien fasciné par ça. Parce que si on parle du moulin de Virgile, t'avais dans ça tout, hein. T'avais le moulin à farine, que j'ai fait de la farine, mais dans les années 45. On a toujours une passion pour quelque chose. Puis, comme j'avais été élevé dans un moulin assis, je me suis dit un jour... Je n'ai rien. Oui, bien, si on recule dans le temps, c'est sûr que l'agriculture, c'était une agriculture de survie. Quand on parle d'agriculture de survie, c'est, t'avais tout ça, t'avais un jardin, t'avais des pétacles et tout ça, puis t'avais du bœuf, des cochons, des poules, tout ça. Autrement dit, dans les années 40, 50, l'agriculture que nos ancêtres faisaient, c'était pour vivre. Hein. La vie de l'agriculture à Blossy, il y en a déjà eu pas mal. Bon, ben, nous autres, on est, du moment qu'on pouvait marcher, on travaillait.
j'avais à peu près 7-8 ans. Puis Bernard, ben, on a 2 ans de différence. Il avait peut-être 5 ans. À peu près 5-6 ans. Puis mon père ici, puis nous autres, dans le moulin, on passait, on se promenait tout partout. Puis quand on voyait travailler les autres, hein, on faisait pareil. Puis on était dans le sous-bassement, ce qui était toutes les straps, comme ça, ici, tout ça. Puis il y avait une vieille pompe. Puis à un moment donné, la strap, là, on faisait tourner ça. Puis tu sais, on était alentour des straps, tout ça. Puis à un moment donné, on met notre strap, puis elle a débarqué, puis elle a tourné alentour du shaft. Puis là, quand on parle d'un shaft, c'est ça. Elle a tourné alentour du shaft, puis elle emmenait Bernard avec lui. Puis Bernard, il était pris de lui, alentour du shaft, là. Ce shaft-là, là. Lui, il était pris, là, les 2 bras en fait de même, ça. Puis le shaft comme ça. Puis il y avait l'autre strap qui pétait là. Puis là, moi, j'ai parti, puis j'ai été, il tirait ses bras, puis il a tombé en dessous. Puis là, c'est une permission du bon Dieu qu'on s'est sorti de là. Puis là, mon père l'a pris dans ses bras. Puis il a monté à la maison avec. Puis c'était assez loin. Là, ils ont été à l'hôpital, tout ça. Puis il est revenu, puis je pense qu'il était à peu près 3-4 mois dans ce temps-là, là, avec un règle de bois ici, là. Puis le corps, là, c'était tout brûlé. C'était tout brûlé, là. Mais moi, après ça, là, je pense à ça. C'est... En quelque part, il y a quelqu'un qui nous protège. Oui, les rois, c'est une fête tout le temps qui était célébrée ici à la maison. Dansage, chantait, criait, sautait après un coup. Ils mettaient des bines dans le gâteau, des bines, puis celui qui pognait la bine était rouge. Il y avait une bine à une fève, puis celui qui il y en avait un qui était roi, puis l'autre était reine. Dans cette maison-là, on pouvait souvent être 70, 50. Un jour de l'an, 103 ici dans cette maison-là. La balle, on était des joueurs de balle l'été. Puis nos lanceurs étaient Jean-Louis Garneau, Réal Saint-Jacques, c'était mes principaux lanceurs. On avait bien du fun. Et puis là, on se ramassait des poches de noix, mais avec mes cousins, Michel Guillot, Marc, Gérard Lacaille. On se ramassait ça, et puis c'était comme un genre de petit duvet qu'il y avait là-dessus, là, puis on se prenait des pierres, puis on ramassait sur le chemin, puis on cassait nos noix, puis on amenait ça pour mettre ça sur la table. C'était bon, c'était très bon. On allait chercher des gadelles. Tu sais, des gadelles. L'hiver, entre dans la semaine de vacances, entre Noël et le jour de l'an, il faisait 500 blocs de glace. On avait une glacière, que les murs avaient 3 pieds d'épais, de large, pour tout rempli de brintilles, pour garder ça comme un frigidaire aujourd'hui. La glace, elle durait du mois de janvier à aller jusqu'au mois de janvier l'année d'ensuite. Et puis, moi, j'ai eu la chance. Les hommes, il y avait de la patience. Je les regardais couper la glace en avant de chez M. Baudouin. Puis, couper des gros morceaux. Puis, il y avait une façon pour la sortir. On ne sort pas ça comme ça. Alors, ils m'ont montré comment. On prenait les pinces, puis on prenait le bloc. Puis là, on jouait un petit peu avec. On le faisait glisser. Puis là, il glissait facilement sur l'autre glace, la glace solide. Alors, j'étais contente, j'avais appris ça. Il n'y a pas d'autres normaliennes de mes amis qui savaient faire ça, je suis sûre.
on place notre orgueil où on peut. Bon, les jeux pendant l'hiver, ben, les enfants avaient fait une trouvaille que j'avais jamais vue, que j'ai jamais revue non plus. Quand le lac était gelé, puis qu'il n'y avait pas de neige dessus, les enfants, ils s'en allaient avec leur traîneau sur le lac, puis ils se mettaient à genoux dessus, puis ils ouvraient leur manteau, puis le vent les poussait, mais des fois à toute vitesse. On décide de mettre les patins des plus grands, avec des couvertures, là. On se faisait pousser par le vent, presque jusqu'à la première île. Quand on est venu pour revenir, c'était pas drôle du tout. On avait le vent, sens contraire. On était tellement fatigués qu'on a enlevé nos patins. Comme les patins étaient très grands, on avait je ne sais pas combien de paires de chaussons de laine. On est revenu par la voie ferrée à pied. On était épuisés. Les gens de Bluesy, ils jouaient des tours. Ça, c'était effrayant. Puis encore maintenant, la dernière fois que je suis venue, je me suis adressée à un des Lacroix. Je pensais que c'était un Lacroix. Il m'a répondu avec une farce. Bon, ben, je me suis dit, lui. Donc, maman, avant de la visite, c'était à Léonard Duprat. C'était la personne qui était par là. Puis il était assis dans la cuisine, puis c'était à l'automne, parce qu'on est en chambre. Puis il faisait froid. Ça fait qu'il était assis, puis toi, il chauffait à tout le vapeur. Mais à un moment donné, moi, je rentre. Puis j'avais pris les cartouches de 22 pour faire des pets. Je l'avais rempli de câbles d'allumettes. Puis je l'avais ouvert sur mes têtes. Puis là, ben, je mets ça dans le trou dans l'affaire du poêle, dans le rond, puisqu'on rentre la clé. Puis là, ben, moi, je me suis éloigné. Je me suis assis à l'autre bout de la cuisine. Puis là, tu vois, à un moment donné, ça a pété, ça. Puis Mme Léonard Duprat, elle, quand ça a pété, là, je la vois en gros. Elle s'est poignée en tête. Mon Dieu, je suis là-dedans, je suis morte. Puis là, pas de ça. Ben, c'est en allé sur l'autre bord. Que son père, il s'appelait Edmond Saint-Amour. Puis là, Edmond Saint-Amour, il avait pris le train. Puis là, Percy, c'était un gars bien haïtiable, pour vous le dire de même, là. Lui, il avait attelé les chevaux avec sa Wogan, puis il avait été chercher son père au train. Mais tu sais, il avait été le chercher. Trouvé le bonhomme, M. Edmond Saint-Amour, il avait dit à Percy, arrête un peu, il faut que j'aille faire pipi, mettons. C'est pas ça. Arrête un petit peu. Mais là, Percy, de lui, là, quand il a vu son père débarquer, il est parti, on disait ça, nous autres, allez plus vite avec ses roues. Là, M. Saint-Amour, il fallait qu'il. Là, Percy, il arrêta. Après ça, il a fait ça 2 ou 3 fois. Il laisse rendre son père presque à Wogan, puis là, il repartait encore. Mais là, quand il est arrivé ici, dans la vieille maison, il faut que je te dise ça de même, là, Percy s'est dépêché d'être laissé où, l'étable était là, pas bien loin d'ici. Puis là, il avait monté d'un arbre pour que son père le pogne. Là, il avait passé quasiment la nuit là. Et là, quand je me souviens une fois, sa mère l'avait atterré après la pète du poêle. Puis là, mon Percy, il avait fait quelque chose, comme de raison dans la maison, atterré après la pète du poêle. Sa mère a pas une, je sais pas c'était quoi, une règle pour le battre. Il part! Contre la pète du poêle, puis le poêle à terre dans la cuisine. C'est drôle de mettre le feu dans la maison. On était à peu près à la ceinture, là, une baie, hein. Ah, part. Qu'est-ce qu'on aperçoit, mon cher ami, sortir de là? C'était épeurant. C'était une tête, comme celle-là, des belles crinières de cheveux, une crinière de cheveux, une crinière comme un cheval, c'est là. C'est tout
bien payé, comme on aurait dit. Pas là, là. J'ai tellement ça dans la vue que quand j'y pense à cet animal-là, n'importe quand, ça me fait drôle de faire, parce que j'ai jamais vu une chose pareille dans ma vie. Ça fait comme un serpent, il pouvait être pas mal long, assez long peut-être. Peut-être 50 pieds de long, cette affaire. Un gros de mer. Hein? Parce qu'il était bien bâti, cette tête de cheval-là. Il était bien bâti, il a dû avoir un corps après ça, mon cher ami, pour la faire aller, cette affaire-là. Il faut dire qu'il a voyagé, cette bataille-là. Ils ont vu sa trace du lac d'Ulcy au lac des Cèdres. C'est une bonne traverse à faire. C'est dans le bois. J'avais 12-13 ans quand le monstre est apparu sur le lac. Et puis, on se faisait raconter des histoires comme ça, mais on avait peur en maudit. On n'osait même pas aller se baigner. Et puis, il y avait le vieux M. Garneau qui contait cette histoire-là. Fait qu'il avait conté comme l'histoire à Rénal puis Fernand Garneau. Puis là, nous autres, on était tout le temps ensemble, puis on parlait de ça. Puis là, Rénal disait « Oui, mon grand-père, il l'a vu, puis ça faisait une vague de 20 pieds d'eau sur le lac. » Fait que là, je disais « Voyons donc, ah oui, c'était le monstre, il existait pour vrai, puis c'était comme vrai. » Avec une tête de cheval, ça mesurait quelque chose comme proche 50 pieds de long, le monstre. C'était réellement un monstre. Puis il y avait une trace entre le lac des Cèdres puis le lac d'Aussy, la trace entre les deux lacs où que le monstre il voyageait. Un mongoose qui m'avait été amené par un Américain, il avait traversé ça aux lignes. Puis ce mongoose-là, lui, il était dans une boîte, puis c'était marqué sur la boîte diète, rat et serpent. Ça fait que là, ce bébête-là, si je ris, c'est parce que le monsieur m'a vendu ça, il dit faut s'en débarrasser, puis personne, tout le monde a peur d'ouvrir la boîte, il y a un cadenas sur la boîte. C'est une queue de chat sauvage que j'avais mis dedans avec un élastique accroché après un clou. Puis la boîte, quand elle ouvrait, ça faisait un bang terrible. Il y a un monsieur qui l'avait à Belle-Plage. Et puis, il est allé ouvrir la cage pour lui donner à manger. Puis elle a sorti. Elle a pris sa course. Le mongoose a pris sa course. Il a tué 2 remusqués, puis il a tué son berger allemand avec. Fait que là, je dis comment t'as fait pour la reprendre? Ça l'aime beaucoup le jambon. Et puis, le monsieur, il a mis des tranches de jambon partant du lac. Puis là, 2-3 tranches. La dernière tranche était dans le bord de la boîte à mongoose. Quand le mongoose a rangé, s'est mis la tête dedans pour manger la dernière tranche de jambon, mais il a poussé le couvert avec un bâton. Là, il l'a rebarré à la canne. J'ai pris, là, j'exagère pas, c'est pas en bas de 2000 personnes. J'ai vu même du monde de Montréal venir se faire prendre avec ça. Il y en a même un qui est arrivé et dit « Montre-moi là, ta belle sort là. » Je dis « Je peux pas sortir, c'est trop dangereux. » Il dit « Moi, là, moi prendre le portrait, moi, j'ai pas peur. » Que j'avais Rémi Chouinard avec moi. Rémi, il dit « Écoute, c'est réellement dangereux. Ils l'ont échappé une deuxième fois, ici dans le champ, puis ça a tué une vache chez l'Homère Clément. Elle l'a saigné à la vache. Puis en s'en revenant, la bébête, elle s'en revenait, puis là, il avait encore sorti le fameux jambon. Mais la porte au dépanneur chez Clément Tremblay était ouverte. Puis il y avait quelqu'un dans le coureur à manger une couple de douzaines de hot dogs gelés. Et puis là, ils ont mené à bout de la calmer. Puis rentrer ça dans la boîte avec le jambon. Puis Herman Sirène. Herman Sirène, lui, quand j'ai ouvert la boîte, le couvert qui faisait le bruit énorme, là, un bruit super fort. La queue, il a frappé dans l'estomac, puis il a pogné la queue entre ses deux mains. « Je l'ai, Raymond! Je l'ai! » Puis là, il l'avait dit « J'ai Herman, c'est qu'une queue! Je l'ai! » OK, c'était comme ça. Même un coup, Raymond Tremblay, quand lui, je l'ai pris, la queue, il a frappé dans l'estomac. La queue a tombé à terre. Là, il dit « Elle est sortie, la tabarnak! Elle est sortie, la tabarnak! Elle est sortie! Elle est sortie! » Puis il grouillait pas pantoute, il était blanc comme un drap. J'en ai vu un même courir sur le dos, sur ses bras,
Puis ses pattes couraient de reculons. Coco l'écuyer. Tout le long du beau lac d'Oussy, me promenant avec des amis, un beau soir au clair de lune, chacun en son terre s'abrite. Puis là, il y avait deux sortes de clientèle au Chaperon Rouge, surtout le jour. Tu avais la clientèle de la taverne, tu avais la clientèle du grill. Et puis, ça part de fort dans la taverne. Mais moi, j'ai vu des dimanches après-midi au Chaperon Rouge, c'était plein à craquer. C'était plein à craquer. Conrad Bénard, moi, André Patry, Yvon Patry, Denis Gravel. On faisait les bons week-ends des années 70 au Chaperon Rouge. Et je me souviens très bien, on terminait notre chiffre de musique le dimanche. Et puis là, on recevait un appel de M. Laurier-Lafontaine ou la Tourelle Lodge. « Hey, les petits gars, vous finissez? Le party est pris ici. Amenez vos affaires, amenez vos gréments, puis vous-en. On continue le party. » Mais c'était ça. Alors, ça bougeait, hein? Puis il y avait beaucoup de monde, puis c'était plaisant. Puis on prenait un verre, mais sans se déranger. De temps en temps, il y avait une petite bataille à l'hôtel. C'était pas cher, maudit. Alors, on arrêtait de jouer, là. Puis là, M. Landry disait, arrêtez pas, là. Continuez, là. Et les gars, ils vont arrêter, eux autres, de se battre. Puis chanter assez fort qu'ils se comprendront plus. Puis moi, j'ai un souvenir du La Tourelle Lodge. C'était à Bonne-Franquette. Les portes étaient ouvertes, là, l'été, là. Et puis les gars, là, quand ils allaient jouer à la balle, puis ils revenaient au La Tourelle Lodge pour fêter ils gagnaient. Puis après qu'ils prenaient une coupe de bière, là, les autos partaient, puis il y avait un petit montant. Là, les autos, là, ils faisaient une poussière, ça spinait. Là, la poussière rentrait dans l'hôtel. Les portes ouvertes. Tu sais, il ne peut pas tenir les portes ouvertes. Puis nous autres, on était dans le coin, puis on jouait dans la poussière. Puis ça marchait, là, le monde dansait. On avait des concours d'amateurs, des concours de grimaces. Les Américains, c'était tout le mois de mai. C'était full américain, là. C'était super beau de voir ça, parce que mon père, à un moment donné, il y a eu jusqu'à une vingtaine de bateaux de bois. Puis ça partait à la file indienne, un derrière l'autre, le matin, puis tu les voyais partir, s'en allait à la pêche. Même chose, à peu près en soirée, ça revenait. Puis c'était full poisson. Il y avait du poisson, il y en avait beaucoup. On vendait 10 douzaines de menets dans une chaudière aux Américains pour $1. C'est ce qu'on a vécu. Beaucoup de touristes. Des sénateurs, des avocats, des gens là, hautement placés. Là. Et puis, ça nous donnait de l'ouvrage. Le printemps, ça les ménages des chalets, ceux qui pouvaient aller faire le ménage. Puis, après ça, les petits-enfants d'école, là, ils ramassaient des grenouilles à 1 cent la grenouille. Oui. Tu disais ce que tu penses, tu faisais ce que tu dis, tu disais que dans la vie il y a des regrets, et dans les regrets des cœurs enduits. L'eau fuyait la terre comme aspirée par le ciel, un ciel entre chien et loup. Les saules volaient comme pluie d'insectes, l'eau avait couleur de cendre. Un vent venu de nulle part sifflait comme une bouilloire. Il prit tout sur son passage, et le seigle et le mille, et les oiseaux et les arbres. Je l'ai vu arriver dans le champ derrière. Je l'ai regardé pendant 3 fois avant de me décider à descendre dans la cave.
Ça a duré 12 secondes, à peu près. C'était lugubre, c'était, j'ai jamais rien vu de si épouvantable, jamais je veux revivre ça. Là, les sirènes, les ambulances, les policiers, là, pour moi, tout tournait dans ma tête. Là. Jamais je veux revivre ça, jamais. Richard Martin, il restait sur le chemin du lac des Îles, qui est tout près de Raymond-Lacroix. Lui, sa maison a toute été détruite, puis il s'est fait apporter dans les airs, environ comme 40 pieds d'eau qu'il m'a dit, puis sur une centaine de pieds. Puis Roméo, il l'emmenait à l'hôpital à Maniwaki, mais là, on a juste rouvert la porte du char un peu, puis le char était plein de sang, il saignait partout, il avait été équimoché. Trois gros coups de tonnerre épouvantables, et là, le temps a changé, les nuages sont arrivés en l'espace de quelques minutes, et le bruit a commencé à se faire comme un gros DC-8 qui nous arrive sur la propriété, la vibration que ça peut faire, et on entendait le craquement de tous les édifices qui étaient cassés, qui cassaient, et puis le bois qui arrivait sur nos maisons, on voyait passer les quais de nos voisins dans les airs. C'est complètement figé de voir justement qu'il n'y avait plus d'eau dans la baie. On voyait la terre au fond de la baie, tout ça, et tout ce qui s'en venait, tous les 14 camps de mon voisin se retrouvaient dans la baie ici, tout en morceaux. Et aussi, il y a eu bien sûr un décès. C'était épouvantable. À un moment donné, en venant de la cuisine, je viens pour ouvrir la porte patio, et puis j'avais un de mes fils qui était à sa galerie, puis j'ai voulu ouvrir la porte pour le laisser entrer à l'intérieur. Et puis la décompression a fait que les châssis étaient complètement bloqués. Et puis, Rock, mon fils, voulait rentrer. Et puis, je ne pouvais pas. J'étais obligé de dire, mais on va en perdre un pour le restant. Encore aujourd'hui, je n'ai pas encore fini de... C'est toujours difficile à parler. Les troncs d'arbres ont passé chaque côté de lui. Le restant d'une couverture a tombé par après, ainsi de suite. Là, tout ça se passe si rapidement. Là, quand on vient ouvrir, lui était complètement, avait perdu mémoire. Il cherchait où il était. Ça fait que là, j'ai dit, papa, tu étais à la maison. On les disait garde-feu, c'étaient les sentinelles de nos forêts. Ils connaissaient toutes les ruses du vent et le souffle des étincelles. Ben, la tour, au début de notre jeunesse, était le lieu qu'on s'y rendait assez souvent. D'autres, on y allait à cheval, on montait à cheval. Le dimanche, une nuit de bas. Pour les gardiens, ceux que je me rappelle très bien, il y en a Talbot Noin, mon Gavicus, Joe Coulineau, Fabien Fortin. Je les nomme mêlés, là. Mais
Je pense que Jean-Marie Denomé a été gardien routier à la tour. Tu partiras, tu reviendras, tu reprendras, tu t'affoleras, car de loin tu regardes, bel oiseau des cimes, de loin tu m'approches, aigle, mon hymne. Tu t'esquiveras, tu m'affronteras, tu t'élèveras, tu chanteras, car de loin tu attires, blonde celle d'essence, de loin tu m'enivres, folle haleine d'ange. Tu étaleras, tu cavaleras, tu voltigeras, tu flotteras, car de loin tu glisses, claire étoile des brumes, de loin tu m'oublies, rousse douce lune. Tu t'enfuiras, tu renoueras, tu m'aimeras, tu t'envoleras, car de loin tu résistes, bruyante fureur des rues, de loin tu m'agites, suave oiseau des dunes. Partiras, doux oiseaux des cimes, tu reviendras. Dans un marais de gens mauvais, il y avait un vieux château, long rideau dans l'eau. Dans le château, il y avait Bozo, le fils du matelot, maître séant de ce palais branlant. Par le hublot de son château, Bozo voyait entrer des invités poudrés, de vieilles rostrées en carrosse, et la fée Carabosse. Ah oui, on a aimé beaucoup nos parents. Il y avait beaucoup d'amour dans notre famille. Papa et maman, c'était comme ça. Oui, de l'amour, on n'a pas manqué. On a vécu là-dedans, on a grandi dans l'aide, le partage. Et puis, maman nous a fait aimer notre père, elle nous a fait servir notre père, c'est pas possible. Quand il travaillait dans le bois, il partait d'ici, de l'écurie, avec ses chevaux, sa voiture, puis là, il allait charger son voyage de bois. Puis, dedans le châssis, la fenêtre de cuisine, on le voyait sortir. Puis là, on lui disait, dépêchez-vous, les petites filles, là. Épluchez une patate, faites cuire une patate sur le poêle à votre père, là. Là, il va rentrer, il va venir se chauffer, là, puis il va manger une patate cuite sur le poêle, dans du beurre, du sel et du poivre. Bon, puis là, il mangeait sa patate. Puis souvent, les petites filles, Suzanne, Françoise, ils allaient décharger le voyage de bois. Parce que toutes les familles de Blue aussi, quand ils parlent de ma mère Lacaille, Emma,
Saint-Denis. Il l'appelle ma mère Lacaille par affection parce qu'elle aimait beaucoup les gens. Et il ne s'est pas passé une journée sans que je pense à ma mère Lacaille. Et le plus merveilleux souvenir que j'ai de ma grand-mère, c'est qu'elle avait de gros seins, comprends-tu? Et elle me blottissait la face là-dedans. Là. Je sentais comme l'amour et la chaleur qu'il y avait là-dedans. C'était incroyable. Puis, encore l'été, elle avait son petit bateau à rame. Elle partait de chez ma tante Bina et mon oncle Émile. Tu sais, la maison en face chez ma mère Lacaille, au centre du village. Puis, elle allait faire le ménage là, chez M. Bond-Bainbridge, puis pour 25 cents par jour. Puis elle revenait avec des vêtements d'Américains qui avaient loué des espaces là-bas, puis elle reprisait le vêtement. Et ça fut à une époque, mais pourtant, moi je me souviens pas, quand j'étais jeune, d'avoir rencontré des gens qui avaient la gueule de bois. Tout le monde avait les oreilles fendues, mon vieux, le sourire fendu jusqu'aux oreilles. C'était heureux, il n'y avait pas de complications, il n'y avait pas de téléphone. Il n'y avait pas de radio. Il n'y avait rien. Il y avait un fanal le soir. Aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui nous ont donné le goût de travailler. Et ma mère Lacaille, c'était une travaillante. C'était une travaillante. La première levée le matin, la dernière couchée le soir. Et puis quand tu entendais ses fils, papa, quand il parlait de sa mère, il en pleurait, tu sais. Je veux dire, il s'aimait tellement ce monde-là. Mais c'était un amour inconsidéré, là, dans le sens que t'avais quasiment rien que ça, aimer dans ce temps-là. T'avais quasiment rien que ça à faire d'aimer. J'ai été maîtresse de poste pendant 32 ans, je crois. Et on devait garder le secret. On a lu des lettres aussi de gens qui nous faisaient lire leur courrier. Des garçons qui recevaient des lettres de leur blonde. On les lisait. C'était ça qui comptait, rendre service. Puis les gens nous faisaient confiance. On venait au mois de Marie, hein, c'était une belle occasion de rencontrer les gars. Hein. On était très pieuses. On manquait pas notre mois de Marie. Je voulais dire aussi tout à l'heure, quand que mon père, il y avait la terre ici, mais ils ont fait ce qu'ils appelaient de la terre neuve. Puis le monde du village, il venait travailler ici. Puis dans ce temps-là, ça venait travailler. La plupart du temps, c'était seulement pour de la nourriture parce que le monde, c'était pauvre. Puis mon père aussi l'était, il n'y avait pas d'argent pour les payer. Fait que il les payait de cette manière-là, avec du manger. Il lui donnait des choses de la ferme aussi. Le monde, il venait emprunter une carabine de mon père avec 1 ou 2 cartouches, puis il allait se tirer un chevreuil, puis il revenait, puis il ramenait la carabine, puis même pas, il ne payait pas la cartouche, mon père lui donnait la cartouche. Et puis, c'était ça, ce temps-là était comme ça. Tout le monde était pauvre, puis tout le monde vivait ensemble. J'ai eu des parents formidables. On n'était pas riches, mais on n'a jamais manqué de rien. Puis moi, je suis né en janvier, puis au mois de mars, mon père a acheté son évaporateur, le premier en haut de Gatineau. Puis ma mère bouillait, mon père ramassait l'eau, puis moi, je dormais dans une cuve. La cuve à laver, c'était mon berceau. Pauvre Jean-Louis, il faisait pitié. Moi, je commençais, puis je changeais d'idée. Écoute, je venais de passer 4 ans pensionnaire à l'école normale. Je voulais m'aérer un peu. Hein. Puis, pauvre Jean-Louis est allé voir le curé. Il était bien ami avec le curé Gravel. Il est allé le voir. Puis le curé dit, fais dire une messe. Puis il dit, ça va s'arranger. Puis là, ben, il a fait dire une messe. Puis c'est là que j'ai connu Jimmy Turnbull. Puis, mais ça se résumait à prendre des marches. C'était ça, sortir ensemble.
marais de gens mauvais, il y avait un vieux château, long rideau, dans l'eau. Dans le château, il y avait Bozo, du matelot, maître séant de ce palais blanc. Tu disais que dans la vie il y a des secrets, et dans les secrets des cœurs assoiffés, de jours de rêve et d'amitié. Tu chantais que dans le bonheur il y a des mots, et dans les mots cette chanson de vie. Dis ce que tu penses, fais ce que tu dis. Ça me rappelle des souvenirs, là. Tu sais, ma tante Madeleine... Tu savais que dans l'amour il y a l'ivresse, et dans l'ivresse parfois la détresse d'une passion contre raison. Tu disais que dans la vie il y a des décrets, et dans les décrets des cœurs isolés, de jours de rêve et d'amitié. J'aime Lucie dans sa grandeur, dans sa beauté. Et tous ceux qui vivent autour. Tu m'as donné une joie qui est si près de moi que je ne t'oublie pas. Une joie liane me liesse pour déjouer ma détresse quand tu ne seras plus là. Tu as collé dans mon cœur des morceaux de bonheur avec tant de fraîcheur. Pour tout cela, je t'aime passionnément quand même. L'éclat de tes doux sourires, ce clin d'œil du désir m'a toujours fait grandir. J'y ai puisé force de vie, effacé mes soucis, trouvé mes mélodies. L'ombre de ton cœur si vert, mouillé dans mon désert, a créé une nouvelle terre. Pour tout cela, je t'aime passionnément quand même. Tu m'as redonné la foi dans tout ce qui était moi et que je ne voyais pas. Une fois folle allégresse pour contrer mes faiblesses quand tu ne seras plus là. Tu as semé dans mon cœur des graines de bonheur avec tant d'ardeur. Pour tout cela, je t'aime passionnément quand même. Tu m'as donné une joie qui est si près de moi que je ne t'oublie pas. Une joie liée à une nièce pour déjouer ma détresse quand tu ne seras plus là. Tu as collé dans mon cœur des morceaux de bonheur avec tant de fraîcheur. Pour tout cela, je t'aime passionnément quand même. Je t'aime passionnément.